Bonjour chers élèves de première STMG, première chose que je vais faire concernant la répartition du travail distanciel, présentiel, c'est que pour l'instant moi mon idée c'est de ne pas vous perdre et j'ai décidé que vu qu'il restait plus grand chose à faire dans le chapitre d'histoire et qu'on allait bientôt commencer un chapitre de géo, j'ai donc décidé que en distanciel, vu que c'est des choses qui ont déjà été vues, qu'on arrive en fin de parcours, etc. Et donc c'est relativement simple, j'avais pas des trucs très ambitieux à faire avec vous là-dessus. Je vais finir donc le chapitre d'histoire en distanciel. Et je vais commencer le chapitre de géo qui est nouveau. Et donc là, j'ai envie de vous expliquer comment ça se passe en vrai. Donc en présentiel. Donc ça veut dire que pour cette première semaine du nouveau confinement, il y a là un groupe d'élèves qui est en distanciel qui va donc finir le cours d'histoire. Et l'autre groupe qui est en présentiel qui va commencer le chapitre de géo avec moi. Et évidemment, la semaine suivante, ça va être totalement inversé. Comme ça, l'idée c'est qu'après, une fois que ce sera terminé, je pense que je consacrerai une demi-heure, peut-être pas plus finalement, ou peut-être une évaluation d'une heure, sur un contrôle sur cette troisième et dernière partie qui me permettra peut-être de réaliser certaines choses que j'avais fait avec vous en devoir maison. Donc là, peut-être justement à le faire en situation d'évaluation. Qui surviendra, vous inquiétez pas, ça va pas être tout de suite. Je pense que ça va commencer avec quand les élèves vont revenir donc pour le présentiel, ceux que j'aurai cette semaine en présentiel, quand ils vont revenir dans 15 jours, il y aura sans doute contrôle. Et bon, forcément, pour ceux qui sont en distanciel, ça devait décaler d'une semaine, ce sera la semaine d'après. Donc vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite, hein. Dans le meilleur des cas, c'est mercredi dans une plus d'une vingtaine de jours, hein, vu que là j'enregistre cette vidéo dimanche. Là, on va juste terminer avec vous le grand 3. Je vais vous faire noter quelques petites choses. De toute façon, ce sera affiché pour la trace écrite et donc vous pourrez récupérer tout ça. Alors je vous avais dit qu'effectivement, ce grand 3, c'est le moment où la France révolutionnaire napoléonienne face à l'Europe. Je repars un tout petit peu de ce que vous aviez noté avant les vacances, hein, à savoir le A, la France domine l'Europe. La première partie, vous l'avez déjà. Donc l'idée qu'en 1789, la France, c'est la seconde puissance mondiale derrière le Royaume-Uni. D'abord, elle est en difficulté contre l'alliance des monarchies étrangères. Les armées révolutionnaires enchaînent ensuite les victoires. Alors ça, c'est aussi parce que quelque part, la France a un gros avantage, c'est que d'une part, on a des soldats qui sont assez motivés, qui veulent défendre la patrie. La France pratique donc la levée en masse, à savoir qu'elle pratique ce qui pour nous ressemble pas mal au service militaire. Et c'est aussi le pays le plus peuplé d'Europe, ce qui fait un gros avantage par rapport aux autres pays. Et évidemment, la clé quand même de tout ça, c'est Napoléon. Napoléon, c'est clairement le meilleur général de son époque, et il va faire de l'Europe un empire dominé par la France. Alors, il y aura une petite extrait de l'émission de Secret d'Histoire sur la bataille d'Austerlitz que je vais vous demander de regarder. Ça, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous donner notamment le minutage puisque je vais vous envoyer dessus. Ok, au niveau du minutage, moi ce que j'aimerais bien que vous regardiez, via le lien, normalement ça va vous en envoyer direct, ça arrête de 1 h 8 minutes 45 secondes en gros à 1 h 15 minutes 45 secondes. Vous voyez, ça dure 7 minutes, c'est pas trop long. Bon, vous allez avoir des images de films de fiction, de reconstitution de bataille, puisque l'épopée napoléonienne, il y a encore des gens qui font un peu du jeu de rôle avec et qui s'amusent à la reconstituer le plus fidèlement possible, et donc avec des moyens assez importants. Mais donc ça vous montrera finalement comment Napoléon s'est pris pour remporter autant de victoires. Autre chose, je vous donnerai aussi un QCM au fur et à mesure qui sera soit sur Pronote, soit sur le NT, je vais voir. Il y aura aussi des questions justement sur cette partie de la vidéo. Pour conclure ce petit A, comme vous voyez c'est assez rapide. Ce que je voudrais bien que vous reteniez, c'est le petit texte que vous avez, que vous pouvez ajouter à vos notes. En plus, bon là l'avantage c'est que vous l'avez disponible largement, hein, puisqu'il n'y a pas de minute là pour le coup, vous le prenez quand vous voulez. En 1112, à son apogée, l'apogée c'est l'idée, le moment où l'Empire est à son maximum, où Napoléon est au sommet de sa puissance, hein, où il a vaincu à peu près tous ses ennemis à une seule exception.
Napoléon donc domine l'entièreté du continent européen, sauf l'Angleterre qui reste son ennemi. Et l'Angleterre, en fait, c'est pour une raison très très simple, c'est que il vous aura pas échappé qu'il y a la mer entre la France et l'Angleterre. Et si Napoléon est un maître de la guerre sur terre, sur mer, il est un peu moins fort. Et surtout, la flotte française, elle a remporté, elle a été vaincue lors d'une grande bataille à Trafalgar, dans le détroit qui porte le même nom au sud de l'Espagne, ce qui fait qu'en fait, envahir l'Angleterre est presque impossible. N'empêche que finalement, Napoléon, tout le continent lui obéit. Hein. Je veux dire, il place d'ailleurs des membres de sa famille sur certains trônes étrangers, genre en Espagne, donc en Espagne, en Italie, à Naples, pour mieux les contrôler, que ce soit ses frères, ses beaux-frères, quelques généraux, etc. Et il se marie aussi, c'est son deuxième mariage, avec la fille de l'empereur d'Autriche, histoire justement d'avoir une alliance qu'il espère être solide et d'intégrer les rangs des monarques étrangers, quoi, plus être considéré comme un simple imposteur issu de la Révolution, quoi. Alors en fait, ça fait une France gigantesque. C'est la plus grande France qu'on ait jamais vue, hein, puisqu'elle compte 130 départements. Et bon, ça pose un peu un problème parce que vous avez des gens qui sont pas très très français qui sont là-dedans. Donc on a une France où on a donc un bout de l'Allemagne du Nord, comme la ville d'Hambourg par exemple. On a toute la Belgique et tous les Pays-Bas, donc c'est-à-dire qu'Amsterdam et Bruxelles sont des villes françaises. On a aussi une bonne partie du nord de l'Italie, qui descend jusqu'à Rome quand même, qui elle aussi est française à l'époque. Et tout le nord-ouest de l'Espagne, la Catalogne en fait. Et donc là aussi, le nord-est de l'Espagne, pardon. Et donc avec Barcelone, qui elle aussi est une ville française. Mais bon, française, administrativement, est-ce que les gens sont très français? Peut-être pas. Et c'est là que justement on va voir peu à peu une sorte de rejet de Napoléon par les peuples qui au début étaient plutôt fascinés parfois par la Révolution, même si justement ils craignaient ses outrances. Mais le fait d'avoir le peuple français qui réclamait les droits supplémentaires, pour beaucoup de peuples, c'était une idée qui était plutôt valorisée. Mais c'est vrai quelque part, les excès de la Révolution et surtout ceux de Napoléon ont fait en sorte que peu à peu, finalement, il n'y a plus cette grande unité, quoi. Bon, donc cette première vidéo est maintenant terminée, donc je vais la mettre en ligne dès ce dimanche, et donc elle sera travaillée pendant la première semaine, donc la semaine qui vient, donc celle qui commence le 9 novembre, pour les élèves qui seront en distanciel, et elle sera travaillée pour la semaine suivante par les élèves que je verrai mercredi 10 et vendredi 12, si jamais je ne me trompe pas. Merci de m'avoir écouté, au revoir.